Bonjour téléspectateurs de Blocos TV et bienvenue à votre émission Ayele. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui est les funérailles en pays Hatchin. Nous allons échanger avec Dr Dido Maxime, mais bien avant d'entamer notre sujet, nous allons déstresser un peu avec Koy Cyril à travers la gym. Bonjour, nouveau décor aujourd'hui, nouveau circuit. Cette fois-ci, ce circuit sera un peu différent parce que c'est un circuit que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est un circuit entre l'intermédiaire et l'avancée. C'est des exercices qui ne sont pas très difficiles, mais qui demandent beaucoup de cardio et de coordination. Une rotation et on revient. 2, 3, 4, 5, 6, atterrissez toujours en squat, le dos droit. 7, 8, on va à 12 répétitions. 9, 10, 11 et 12. Ok. Deuxième exercice. Je m'écarte. On part en squat d'un côté, sur un côté. L'autre jambe, la jambe qu'on n'utilise pas est tendue. Donc pensez à faire le squat sur une seule jambe. On y va, 5, 4, 3, 2, 1. On fait le squat, on change de côté, on tend la jambe et on redescend. 2, on tend, on redescend. 3, on tend, on redescend. 4, 5, 6. Pour ça, bien envoyer le bassin en arrière. 7, 8, 9, 10, encore 2, 11 et 12. Ok. Merci à toi Koy Cyril pour le bien-être que tu nous procures à travers tes différentes séances. Et j'espère que vous, téléspectateurs de Blocos TV, vous suivez également ces différentes séances afin d'être en pleine forme tous les matins. Sur ce, nous continuons notre émission avec la prochaine rubrique dénommée La balade de Franck. Bonjour Franck. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Ayele. Merci de me recevoir, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Aujourd'hui, on aimerait savoir, à travers ta balade, le thème que tu vas aborder. Alors, pour aborder le même sens que vous, d'accord, pour cette émission, nous allons parler de funérailles qui sont de plus en plus grandioses dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Mais parlons du peuple Hatchin, nous apportons le micro pour que tout un chacun dise ce qu'il pense véritablement de ces funérailles qui sont de plus en plus énormes avec d'autres tendances sur la manière de les faire. Suivez cet élément. C'est l'anxiété d'abord, première des choses. Deux personnes, pas des gens et millions de personnes grandement, mais c'est l'anxiété. Pourquoi ne pas faire petit funérailles et puis investir si un projet ou bien aider tes enfants avec? Parce que la personne est déjà décédée. La personne est déjà décédée. Ça prend au moins 500 à 3 millions pour faire funérailles. Et après, peut-être même là, c'est crédit. Les gens prennent crédit pour faire les funérailles. Puis après, pour payer, il y a un problème. Donc moi, je suis contre ça. S'il a dit c'est un petit truc, le gars il est déjà parti, que Dieu sauve son âme, c'est tout. Oui, la famille prend qu'on appelle, s'occupe du côté cimetière. Cimetière, qu'on appelle, ils vont creuser. Maintenant, côté il faut c'est qu'on appelle les enfants qui s'occupent de ça. Ça même c'est ce côté-là qui n'est pas bon. Quand on dit c'est la famille reste toujours la famille. Il prend le côté cimetière et le côté Ivocep, il laisse à la famille, puis les enfants s'occupent de ça. Souvent, les enfants cherchent l'argent, sont obligés de demander de faire ceci-là pour prendre cet argent pour faire finir les parents. C'est ce côté aussi qui n'est pas bon. Voilà. La façon grandir, c'est normal. Parce que, bon, quand tu vis avec un homme,
ou bien soit un parrain, puis vous êtes ensemble, vous êtes amusés ensemble. Maintenant, si aujourd'hui qu'il meurt, on ne va plus le voir. Donc c'est normal qu'il faut agrandir funérailles au moins. Voilà. Au moins, vous êtes ensemble, faites des paix. Tu vas acheter pain pour lui. Tu vas lui faire un cadeau. Tu vas lui donner à manger. Mais là, maintenant que tu ne vas plus le voir. Donc c'est normal qu'il faut agrandir son funérail. Voilà. Ok, à travers ta balade, nous avons vraiment remarqué que les Ivoiriens aiment vraiment festoyer. Même autour de la mort, il y a tellement de dépenses vraiment grandioses. Oui, comme vous l'avez dit. Oui. Mais ces dépenses, ce qui est dommage, c'est qu'on laisse après les enfants et aussi l'épouse du décujus, du défunt, on laisse les enfants après toutes ces grosses dépenses. Donc il faudrait également revoir cette manière et aussi mieux penser pour ceux qu'on laisse. Merci. Merci d'être passé à Yélé et à très bientôt. Merci. Poursuivons notre émission à travers la prochaine rubrique dénommée l'expert du jour. Aujourd'hui encore, nous recevons Dr Dido Maxime, docteur en sciences du langage, option langue africaine à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Bonjour docteur. Bonjour madame. Et bienvenue sur le plateau de Ayélem. Merci. Ok, ce jour nous allons aborder un sujet qui fait tache d'huile en pays Atchon. Il s'agit des funérailles en pays Atchon. Et on aimerait savoir, docteur, comment se déroulent les funérailles en pays Atchon. Merci madame. Oui. C'est un grand plaisir pour moi de revenir sur ce plateau pour parler encore tradition. Merci docteur. Permettez-moi de présenter mes vœux les meilleurs à Blocos TV. Merci. Et je souhaite vraiment longue vie à cette télévision. Merci qui docteur. s'évertue à perpétuer l'œuvre laissée par nos ancêtres à la jeune génération. Je parle de la tradition. Merci. À nos téléspectateurs qui nous suivent, je souhaite aussi une année de grâce, une année de paix, et que vraiment la grâce de Dieu soit toujours avec eux. Merci. Pour revenir à la question que vous avez posée, les funérailles en pays Atchan sont un peu particulières. D'accord. Particulières en ce sens que en pays Atchan, lorsqu'on paie un membre, l'homme en question n'est pas décédé. C'est vrai que physiquement, on ne verra plus la personne, mais spirituellement, la personne vit toujours. Et c'est, je pense, une idée qui est défendue même chez les chrétiens. D'accord. Et vous verrez dans tous les villages Atchan, spécifiquement à Blocos, qu'au 40e jour, après le décès d'un parent, lorsqu'on va pour la cérémonie du 40e jour, on prépare la nourriture, on fait un peu de nourriture qu'on dépose dans la chambre où dormait le défunt lorsqu'il était vivant. C'est pour dire que quand on est mort physiquement, spirituellement nous vivons toujours. Les funérailles en pays Atchan se passent comment? Lorsque quelqu'un venait à décéder, je parle de la forme ancestrale, pas ce qui se fait maintenant. D'accord. J'aime à faire ces précisions. Tout à fait. Avant, lorsqu'on apprenait le décès d'une personne, on annonçait d'abord au village. Ok. La famille annonce au village le décès de leurs membres. D'accord. Les villageois ensuite vont annoncer à tout le village qu'il y a un décès. Et après cela, on va passer maintenant à la méthode de conservation, la phase de conservation, pour être un peu, je veux dire, clair. Lorsque quelqu'un décède, normalement, avant, on veillait avec le corps du défunt. C'est-à-dire, on gardait le corps jusqu'au lendemain pour les derniers adieux, les dernières cérémonies funéraires avant d'aller au cimetière. D'accord. Et comment ça se faisait? On faisait boire au défunt
de la liqueur. Ah bon? On donnait de la liqueur au défunt, on donnait de la liqueur à boire au défunt. Je ne sais pas comment, bon, les femmes, les personnes qui le faisaient s'arrangeaient, mais pour conserver, voilà, la personne, le défunt, on lui faisait boire de la liqueur. Et après cette étape, le corps pouvait être conservé jusqu'à une semaine. Une semaine, d'accord. Jusqu'à une semaine. Il n'y avait pas, avant, d'hôpital, il n'y avait pas de casier de conservation comme on le voit aujourd'hui, avec les formules qui se font maintenant. D'accord. Tout ça n'existait pas. On le faisait de façon traditionnelle. Le corps restait, le corps pouvait durer 3, 4, même voire une semaine. Et c'est après cette étape qu'on faisait les dernières cérémonies étaient faites et les derniers adieux. On emmenait maintenant le défunt pour l'inhumer. Voilà comment ça se faisait. Maintenant, si vous me permettez, je peux parler de maintenant. Du présent, effectivement. Aujourd'hui, quand il y a un décès, la conservation se fait de façon moderne. C'est-à-dire si la personne meurt à l'hôpital, automatiquement, on la conserve à l'hôpital. Tout à fait. On n'autorise pas aux parents de revenir avec le corps, effectivement. D'accord. On la conserve à l'hôpital. Et on annonce une semaine avant le décès. C'est une semaine avant l'inhumation qu'on annonce au village. Tant que l'annonce n'a pas été faite au village, on considère qu'il n'y a pas de deuil. Ah, d'accord. Voilà, donc une semaine avant l'inhumation, on annonce au village. Et c'est seulement après l'autorisation de la chefferie qu'on pourra maintenant commencer les condoléances. On pourra commencer toutes les cérémonies qui suivent jusqu'à l'enterrement. Et le jour de l'enterrement, on va bien sûr apprêter le corps et tout ça. Ce sont les femmes généralement qui le font. Elles le font bien avant qu'on porte le corps à la maison. Et lorsqu'on vient, il y a une réunion, séance tenante qui se fait sur place par la chefferie. Et c'est à cette réunion-là qu'on pourra venir présenter les condoléances. Mais les condoléances, ne se font pas, gratuitement. Lorsqu'on vient présenter les condoléances le jour de l'enterrement, on vient avec des pagnes spécialisées. Il y a des pagnes qui sont spécialisées. Il y a le percal. Il y a aussi une sorte de pagne qui ressemble un peu, dont la matière ressemble un peu au pagne du nord du pays. C'est un pagne très lourd. C'est avec ce pagne qu'on enterre le défunt, le mort. Voilà comment, en substance, se présentent les funérailles en pays Atchan. Maintenant, lorsque le défunt est inhumé, s'il est inhumé un vendredi, on se réunit encore le samedi. Le lendemain? Le lendemain. Ah, d'accord. On se réunit encore le lendemain. Et c'est ce jour-là que le chef de la famille viendra présenter un peu les funérailles, comment les funérailles se sont déroulées. Et lorsqu'on se réunit le lendemain, s'il a été enterré un vendredi, on se réunit une semaine après. Donc pour récapituler, on se réunit le jour de l'enterrement, on se réunit le lendemain, on se réunit une semaine après. Une semaine après, tout ce que le village aura recueilli comme condoléances, comme dons en nature, dons en espèces, c'est une semaine après qu'on remet officiellement au chef de famille, au chef de la famille à laquelle appartient le défunt. Voilà un peu comment se font les funérailles. Ça, c'est une semaine après. D'accord. 40 jours après. Ah, d'accord. 40 jours après,
il y a des personnes de la famille qui se rendent au cimetière pour des cérémonies. Voilà, on se rend au cimetière pour des cérémonies 40 jours après. Et 1 an après, on fait la levée du deuil. On retourne encore au cimetière. C'est 1 an après qu'on construit la tombe. Et qu'officiellement, de façon officielle, on accepte le départ du défunt. Sinon, pendant 1 an, on considère qu'il est encore là. Qu'il est encore là, que son esprit plane encore dans la famille, dans le village. Avant, bon, il y a des gens qui disaient, qui nous laissaient croire que le défunt pouvait réapparaître. Ah bon. Et quand on va avancer un peu, je parlerai du cas des veuves. D'accord. Voilà, qu'est-ce qui se passe Oui, on va en parler. Voilà, on va en parler. Ok. Voilà, vraiment, merci, docteur, pour cet éclairage. Autour des funérailles, vraiment, on assiste à beaucoup de festivités. On a l'impression que les funérailles sont devenues un moyen de retrouvailles, un moyen de fêter. Bon, je veux vraiment comprendre pourquoi les funérailles en pays Achan précisément sont des funérailles grandioses. C'est une très, très bonne question. Oui. Effectivement, comme vous, je me pose la même question. Vous savez, le peuple Tchama est un peuple qui est fier de son histoire, qui a une très belle culture, qui a une tradition qui est soigneusement gardée. D'accord. Avant, décéder, ce n'était pas un objet de tristesse. Alors, quand quelqu'un meurt, on se dit qu'il part, cette personne va rejoindre les membres de la famille décédée. Et il y a des voyants, des gens qui ont des pouvoirs de vision, de voyance, qui disaient comme ça que lorsque quelqu'un devait mourir, les ancêtres venaient accueillir l'âme de cette personne. Ah, d'accord. Donc, les gens ont gardé cette manière de penser qui dit que quand on meurt, on va rejoindre, on ne va pas pour souffrir, mais on va rejoindre les membres de nos familles qui nous ont précédés. D'accord. Et pour ce fait, les gens organisent de grandes cérémonies festives. Et si cette personne aimait bien quelque chose, vous verrez que les gens vont imiter ce que cette personne aimait pour l'honorer. On va aussi chanter la chanson qu'ils aimaient pour les honorer. Ça, c'est le côté positif des funérailles. Il n'est pas mauvais d'organiser de grandes festivités. Il n'est pas mauvais de faire un dernier jubilé pour un parent qu'on ne va plus revoir physiquement. On se dit, il va, physiquement on ne se reverra plus. Mais on peut quand même lui faire un dernier adieu en organisant une fête en son honneur. Ça, c'est le volet positif. Mais aujourd'hui, la tradition est en train de perdre de sa valeur, ou du moins a déjà perdu de sa valeur. Tout à fait. Où des funérailles deviennent une affaire de concurrence. Parce qu'un tel a fait de grandes funérailles, je veux moi aussi prouver dans le village que j'ai assez de moyens pour organiser les mêmes funérailles que telle ou telle famille. Et ça, c'est un danger. C'est un danger parce que de plus en plus de familles se trouvent endettées après les cérémonies funéraires. Tout à fait. Et on en a vu à Bekos, on en a vu dans d'autres villages où des gens sont capables d'aller s'endetter. Et c'est grave, moi je dis c'est grave. Une personne est décédée, elle est décédée. Un corps, ça ne se mange pas, excusez-moi. Ça ne se conserve pas. Et une fois qu'on a inhumé quelqu'un, cette personne va et après le corps sera en décomposition. Tout à fait. On aura beau acheter un cercueil qui coûte 1 million, des vêtements qui coûtent des centaines de mille, toujours est-il que si on revient dans 5 ans, ou même 5 ans c'est trop, si on revient dans 3, 6 mois, on va retrouver ce corps en décomposition. Peut-être même déjà, on verra des ossements. Les ossements, le corps sera déjà décomposé entièrement. Donc je pense que faut respecter le mort en lui faisant des funérailles pas grandioses, mais en lui faisant
donnant des funérailles dignes simplement. Enterrer quelqu'un vite n'est pas le signe qu'on n'a pas l'argent. Et puis, on fait les choses en fonction des moyens qu'on a. Faisons les choses en fonction des moyens que nous avons. Et aujourd'hui, des familles se trouvent embêtées un peu par peur ou par honte d'essuyer les injures, les moqueries. Tout à fait. Des gens. On veut enterrer, voilà, une personne qui a souffert, à qui on n'a pas donné l'assistance nécessaire pour lui permettre d'être à l'aise, de guérir. Aujourd'hui, cette personne est décédée et on traite cette personne comme si on avait l'argent, ou on traite cette personne comme si elle-même elle avait demandé cela. C'est ça. Et c'est vraiment dommage parce qu'à l'hôpital, les gens sont malades, ils ont besoin d'assistance. Ils n'ont pas besoin qu'on leur organise de grandes funérailles dans leur mort. C'est pas de ça que ces personnes ont besoin. D'accord. J'ai un témoignage vraiment fâcheux qui m'a été donné seulement il y a 3 jours de cela dans une causerie. C'est un père qui a beaucoup d'enfants. Il avait 2 garçons. Il a perdu un garçon. Et le reste, ce ne sont que des femmes. Il a un seul fils. Et le père est malade. Il est hospitalisé au CHU de Cocody. Et ses filles elles se cotisent. Elles apportent 20 000. D'autres apportent ce qu'elles peuvent et tout ça. Mais regardez ce qui va se passer. Comment c'est surprenant et c'est injurieux l'acte que pose son fils. Il va à l'hôpital, il donne seulement que 2 000. Alors qu'à cette période, il venait de gagner 1 million au loto. À quoi sert l'argent si on doit le dépenser dans des funérailles? Moi, je ne comprends pas. C'est mon point de vue. D'accord. À quoi sert une forte somme d'argent si la personne pour laquelle elle devait être destinée est décédée? Et le monsieur décède, ce jeune, on demande aux enfants du monsieur d'apporter 100 000 francs pour enterrer leur père chacun. Ce jeune, il dit qu'il peut apporter 500 000 francs. C'est un paradoxe. Pourtant, ça explique tout. Oui, oui. Pourtant, du vivant de son père, où il avait plus besoin d'assistance, ce n'est même pas l'argent. Il avait plus besoin. Peut-être que quelque part, on avait besoin juste de 50 000 francs pour soigner ce monsieur. Il est venu, il a donné 2 000 francs. Alors qu'il avait gagné 1 million. 1 million au loto. Et maintenant que son père est décédé, il faut qu'il montre aux gens qu'il a des moyens. Il vient donner 500 000 francs alors qu'on ne demande que 100 000. Et je me suis renseigné, au fond, c'est parce que dans ce village, lorsque tu es celui qui enterre le défunt, le village te remet 600 000 francs. 600 000 francs. 600 000 francs. Ah, voilà la raison pour laquelle ce jeune décide d'enterrer son papa de la sorte. Mais je veux dire que c'est quand même aberrant, c'est dommage d'apprendre ces choses. Ce n'est pas dans la mort qu'on sauve quelqu'un, c'est lorsqu'il est encore vivant. Tout à fait. Et j'aimerais revenir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que, je crois, le lendemain des funérailles, c'est-à-dire de l'inhumation du défunt, la famille se réunit et on remet un montant au chef de la famille. Je ne sais pas si j'ai bien compris. On remet le montant au chef de la famille. Qu'en est-il de la veuve et des enfants? Et ça, c'est vraiment une question cruciale. Parce que depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, on pense qu'on doit toujours traiter les veuves comme on le faisait avant. Et c'est encore pire lorsque cette veuve n'est pas mariée légalement. Moi, j'ai plein de témoignages, mais c'est vraiment écœurant de voir une femme qui a souffert avec son mari et que lorsqu'il décède, on la prive de toute assistance d'abord. Et puis, quelquefois, on va même jusqu'à la dépouiller complètement. Mais je veux d'abord prendre le cas du jour du décès.
Lorsque le monsieur décède, quand il vivait avec une femme, on isole la veuve, ce qui est dangereux. On isole la veuve. La veuve n'a pas le droit de saluer, elle n'a pas le droit de parler. C'est la coutume. Ça, c'est la coutume. Ah, ok. La veuve n'a pas le droit, selon la coutume, de parler. Elle n'a pas le droit de tendre la main. Mais à quoi ça répond? Bon, pour vous répondre, dans des recherches, j'ai demandé aux femmes, parce qu'il y a des femmes à qui on confie la veuve. D'accord. Elles m'ont fait savoir que si la veuve parle, elle aura déshonoré son mari. Ah, ok. Ça, c'est un. Et puis, la veuve, si elle ne respecte pas la coutume, elle peut voir apparaître son mari. Bon, je ne sais pas d'où vient cette coutume. Mais est-ce que c'est vérifié d'ailleurs? Très bien, ça c'est la question. Oui. Il faut qu'on demande aux veuves, à certaines veuves, pour voir si, bon, quand elles ont désobéi, est-ce que réellement leur mari leur est apparu. Ça, c'est un. D'accord. De deux, elle ne doit pas serrer la main, parce que tous ceux qui viennent ne viennent pas avec un bon esprit. D'après ces femmes, ne viennent pas avec un bon esprit. Et les gens qui viennent peuvent prendre l'apparence de leur mari pour les effrayer. Ah, d'accord. C'est pourquoi la veuve ne doit pas saluer. La veuve ne doit pas parler. Et la veuve se couvre. Elle se couvre. C'est rare de voir une veuve quand vous allez dans une maison mortuaire. C'est rare. On l'isole. Elle est isolée quelque part. La veuve est isolée. Et lorsqu'on enterre son mari, la veuve n'a pas le droit de sortir. Elle n'a pas le droit de sortir jusqu'à 1 an après. Je dis bien 1 an après. C'est-à-dire quoi? Après le décès de son mari, la veuve est isolée. Elle est dans la maison. On lui apporte la nourriture là-bas. Elle a des femmes qui l'assistent. Elle a des femmes qui l'accompagnent même dans la douche. Par peur de croiser son mari si elle y va seule. Voilà ce qu'on m'a laissé entendre. Mais 1 an après, on envoie la veuve au bord de la mer. Au bord de la mer? On envoie la veuve à la plage, au bord de la mer. D'accord. On la lave avec de l'eau de mer parce que l'eau de mer a des vertus curatives spirituellement. Ah, d'accord. Spirituellement parlant, selon nos ancêtres, nos aînés dans la tradition, l'eau de mer a certaines vertus. L'eau de mer chasse les esprits mauvais. Ça la purifie en quelque sorte. Voilà, c'est une eau pour purifier. Ah. Vous allez voir pendant les fêtes avant, la veille des fêtes de génération, les voyants sont lavés avec de l'eau de mer. On apporte l'eau de mer chez le guérisseur du village et il doit préparer les clochers qui vont leur servir à déceler tous les pièges qui sont posés pour éviter que le guerrier ne soit pris dans un de ces pièges. Mais pour ce faire, c'est l'eau de mer qu'on utilise pour les purifier. C'est pareil pour les femmes veuves. Pour les veuves, c'est avec de l'eau de mer qu'on les lave. Et elles doivent rester, le torse nu au bord de la plage. En fait, c'est pour conjurer le mauvais sort. Pour ne plus que lorsqu'elles entrent dans un autre foyer, elles soient encore veuves à nouveau. Ah, d'accord. Voilà pourquoi on utilise l'eau de mer. Mais je veux dire quand même que les veuves ne sont pas dans l'ensemble. Les veuves ne sont pas tellement bien traitées. Oui. Voilà, je ne veux pas aller contre, ou du moins je ne veux pas soulever des polémiques. D'accord. Mais les veuves ne sont pas bien traitées. Et souvent, quand elles venaient à mourir, quand le mari meurt, elles subissent vraiment beaucoup de torts, beaucoup d'affronts. Et quelquefois, dans le partage des biens, on la prive de beaucoup de choses. Et elle se retrouve seule avec ses enfants, souvent des enfants qu'elle n'arrive pas à nourrir. Vous savez qu'en Afrique, dans les villages et tout ça, les gens n'ont pas eu la chance de poursuivre les études, d'avoir vraiment un bon niveau, un niveau un peu avancé. C'est maintenant que la jeunesse est en train de révolutionner cette thèse. D'accord. Et les veuves avant, elles n'avaient pas la chance
de vite se marier. Parce que les gens n'aimaient pas aller vite au mariage. Et lorsque les hommes mouraient, les veuves faisaient les frais. Elles étaient dépouillées. Et c'est une pratique vraiment qui doit cesser. Il faut que les gens les considèrent un peu plus. La veuve ne doit pas aller à l'église, ou elle ne doit pas se promener seule, elle ne doit pas sortir, elle ne doit pas... Bon, moi j'ai connu des veuves qui n'ont pas tenu compte de toutes ces interdictions. Mais aujourd'hui qui vivent, qui sont là tranquillement, qui mènent leur vie. Je ne dis pas de ne pas respecter la coutume. Mais dans la coutume, il faut prendre ce qui est bon. Ce qui est bon, effectivement. Et ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Tout à fait. Tout à fait. Et par rapport à cela, j'aimerais revenir un peu sur ce point de la veuve. On a remarqué que dans les différentes, dans les différents peuples, après l'inhumation du mari, cette veuve-là, elle est laissée pour compte. C'est comme si elle n'avait jamais été connue, et ses enfants également. Donc on a l'impression tout de suite que ses enfants sont à sa charge, comme si les enfants n'avaient pas de famille. En fait, on aimerait comprendre pourquoi tout ça. On veut vraiment comprendre, docteur. Merci. Vous savez que dans les villages Adjan, il y a une question cruciale qui mérite un certain ajustement. D'accord. C'est la question des grandes familles. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut que les jeunes prennent conscience et qu'ils réalisent des biens qui leur appartiennent. Tout à fait. Parce que lorsqu'on vit aux dépens des biens de la grande famille, c'est compliqué. Et si d'aventure le mort, c'est-à-dire l'homme qui a laissé des enfants et une femme veuve, n'a pas réalisé, ça devient compliqué pour sa femme et ses enfants. Pourtant, dans nos familles, nous sommes très solidaires. Là, je veux pas les Tchamans sont très solidaires. Mais parfois, quelque part, ce côté de solidarité, cette solidarité se limite souvent à la grande famille, et on ne tient pas compte en fait de la veuve. Qu'est-ce que vous voulez qu'une famille fasse pour une veuve qu'elle traite de sorcière quand son mari meurt? Quand on a traité une veuve de sorcière, d'avoir tué son mari, il est clair que une fois le mari inhumé, après 1 an, la famille ne se penchera pas sur le cas de cette veuve. Mais docteur, j'aimerais un peu revenir un peu là-dessus, parce que c'est vrai, même si cette dernière a été traitée de sorcière, mais et les enfants? Les enfants sont les enfants de la famille. Effectivement, c'est de ça que je parle. D'accord. Je dis, parfois on traite la veuve d'avoir tué son mari. D'accord. C'est pas le cas, parce que c'est pas vérifié. C'est pas vérifié. Tout à fait. Ce n'est pas vérifié. Et même si on a attrapé une veuve, comme vous le dites, on a accusé, on a attrapé, on a vérifié que c'est vrai, elle a vraiment assassiné son mari. Je ne sais pas quel moyen. Mais on doit quand même prendre en compte les enfants. Les enfants, tout à fait. Mais comme je le disais, chez les Tchamans, l'enfant prend la famille de sa mère. C'est un régime matrilinéaire. D'accord. Le matriarcat. Et si la mère est une femme Atchan, Djabia, elle a la chance de voir ses enfants être je veux dire, bien éduqués, bien pris en compte. Mais quand c'est une femme étrangère, ça devient difficile. Quand c'est une femme, je veux dire, qui n'est pas une femme Atchan, une femme Djabia, comme on le dit, ça devient compliqué pour elle. Mais je veux dire que tout part de ce que le défunt lui-même a laissé. C'est pas tout le monde, on est en Afrique, on le sait. Tout le monde n'a pas cette grandeur d'âme pour dire, bon, mon frère, mon cousin ne vit plus, je vais m'occuper de ses enfants. Déjà, quand c'est un enfant, on peut comprendre, mais quand ça devient 2, 3, ça fait fuir.
les gens se rétractent un peu. Ils se disent, mais moi j'ai mes enfants que je n'ai pas fini d'éduquer. Donc je n'ai pas fini de m'occuper. Et si je dois encore venir m'occuper des enfants de mon frère, ça sera compliqué. Voilà ce qui pousse souvent des frères, des cousins à laisser à la traîne les orphelins. Il y a d'abord ça. La deuxième cause, c'est l'identité de la femme. Si c'est une femme, comme on le dit, si c'est une femme, Tchabia, Adjan, elle a sa famille. Oui. Donc les membres de la famille traiteront bien ses enfants. Ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, si son mari a réalisé quelque chose et qu'il a mis à son nom, il est clair qu'elle va en bénéficier. Mais il arrive parfois que même, quand bien même le mari a réalisé, et si c'est au village, si c'est sur un terrain familial, c'est fichu pour la veuve. Oui, elle est dépouillée de tous ses biens. Elle est dépouillée et puis bon, c'est pas sûr qu'elle aura quelque chose. Et s'ils sont un peu gentils, un peu cléments, ils peuvent quand même lui donner une parcelle, mais ce n'est pas toujours évident. C'est pas évident, effectivement. Ce n'est pas toujours évident. Et voilà les problèmes. C'est ce qui fait en fait la vraie cause pour laquelle les enfants sont laissés à la traîne, c'est cela. D'accord. Et concernant toujours le volet des funérailles, on a aussi l'exemple de deux villages. De deux villages tels que Abobo Baoulé et Aboboté, qui ont vraiment mis une stratégie sur place et qui, à mon sens et à mon avis, qui marche bien. Pourquoi est-ce que les autres villages ne peuvent pas rentrer dans cette moule, c'est-à-dire éviter les funérailles grandioses avec plein de dépenses et autres? Merci bien. D'abord, les funérailles grandioses, ce n'est pas seulement la nourriture. C'est aussi les frais de conservation à la morgue, c'est aussi le cercueil, c'est aussi le corbillard, c'est aussi des courses, c'est aussi la tombe. Et de plus en plus, quand vous allez au cimetière de Blocos, vous verrez ces dernières années que les gens construisent des tombes en marbre. Bon, vous avez parlé d'Aboboté et d'Abobo Baoulé. Et je discutais sur ce sujet, j'en parlais avec un oncle il n'y a pas trop longtemps. Et je me suis dit simplement que Abobo Baoulé, c'est un village autonome qui appartient à une fratrie. Quand je parle de fratrie, c'est avec PH. PHRATRIE. C'est une tribu en quelque sorte. Ce qu'on appelle les groupements lignagés, les Goutou. Eux, ils sont d'Abobo. Et là-bas, ils ont leurs pratiques, ils ont leur manière de faire. Je pense que cela vient d'une expérience, une mauvaise expérience. C'est pas forcément une affaire de grandeur, ce n'est pas cela. Mais je vais en fait contrôler, je vais vérifier. Je sais que ça se fait, il faut que je vérifie. Mais peut-être qu'à un moment donné, avant, lorsqu'ils organisaient des funérailles, au lieu de recevoir des invités, c'était les membres du village eux-mêmes qui venaient s'asseoir pour manger. Ça, c'est un. À Blocos, les gens ont interdit. Ils ont dit que lorsqu'il y a un deuil, il y a des obsèques, on ne veut voir personne. Aucun membre du village aller manger avec les invités. On ne reçoit que les gens qui viennent d'ailleurs. On n'a pas aussi le droit de préparer le foutou. On n'a pas le droit parce que d'après les villageois, ça fait dépenser. Mais je veux aller un peu plus au-delà pour parler d'Abobo Baoulé, même à Blocos. Ici, dans les temps anciens, antérieurement, je veux dire à 20 ou 30 ans, avant, on ne préparait pas. On ne faisait pas de réception. C'était seulement le manioc. Vous voyez le manioc moulu, ce que les aiguilles appellent des bocaux, voilà. Les boules de manioc grillées avec la pulpe de coco, du noix de coco, c'est ce qu'on donnait aux gens. Ah d'accord, c'est qu'on appelle coco, voilà, quelque chose comme voilà. Ça. Boule. Boule. Voilà, boule c'est ça. Manioc, merci. Accompagné
coco, voilà, de chair de noix de coco. C'était ce que les gens mangeaient. Vous comprenez? C'était ce que les gens mangeaient. Aussi, j'ai eu une expérience aussi. Lorsque une femme enceinte mourait en couche, lorsqu'une femme allait accoucher, qu'elle mourait, on faisait venir au bord. Vous voyez, il y a des cocotiers là. Il y a des cocotiers partout. Voilà, ça a changé. Avant, c'était une cocoterie un peu partout. On faisait venir les femmes enceintes au bord et elles ne mangeaient que la noix de coco et elles buvaient l'eau. Elles ne mangeaient que la noix de coco. C'est pour dire qu'avant, il n'y avait pas de funérailles grandioses comme aujourd'hui on le voit, avec la nourriture un peu par-ci par-là. Donc je pense que le cas d'Abobo Baoulé, il faut vraiment se renseigner. Il faut aller à la source pour demander pourquoi ils ont décidé. Certainement qu'il y a eu une expérience qui a mal tourné pour une famille qui a mal tourné et ils ont décidé à partir de ce moment d'éviter maintenant aux familles des dépenses inutiles. Parce que quelqu'un meurt, ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une fête, c'est un moment de recueillement, c'est la tristesse. Même si on se dit que bon, pour ne pas être triste, il faut fêter. Mais c'est un moment de tristesse. Et celui qui a perdu son parent, s'il doit encore venir préparer, il doit encore venir faire une grande réception pour recevoir des gens, alors que normalement les gens doivent le soutenir, ça devient lourd. Et je pense que peut-être que c'est ce qui les a poussés à décider qu'à partir d'instant, à partir de désormais, on n'a plus le droit, ou du moins on interdit la préparation, les réceptions après les funérailles. Moi je pense bien, mais il faut aller à la source, voilà, pour se renseigner et pour voir d'où est venue cette interdiction. Ok, vraiment, merci docteur. On aimerait quand même avoir votre mot de fin concernant ce sujet. Mon mot de fin, c'est d'emmener les gens, surtout les peuples Tchama et toute la région Akan, à comprendre que les temps ont changé. Les temps ont changé. Et il faut que nous aussi, on change dans notre manière de faire. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous enterrez, quand quelqu'un meurt, si vous osez enterrer cette personne 3 jours après, c'est comme si c'était un affront. On a eu le cas à Blocos du maire Goumon en 2012. Il est décédé le 6 mars. Il est décédé le 6 mars et 2 semaines après, il a été inhumé. Et les gens ont critiqué comme quoi M. le maire n'était pas un nouveau-né, qu'il fallait le conserver. Et je veux interpeller les gens sur les pratiques actuelles qui nous appauvrissent encore plus. Qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens? Qu'est-ce qu'on veut prouver? De toute façon, quand on finit d'enterrer un mort, après, il faut s'asseoir maintenant pour faire le bilan, pour voir les dépenses que nous avons apportées, qu'est-ce que ça nous a rapporté? Toutes les dépenses que nous avons engagées. Je veux inviter tout le monde à aller à l'essentiel, à être simple, à être ce qu'on est et à accepter notre situation. Si on a un parent qui meurt, on voit que nos moyens ne nous permettent pas d'organiser des funérailles grandioses, autant simplifier les choses. Et puis, enterrer le mort tranquillement pour ne pas encore fatiguer son corps. Parce que vous savez que la conservation, bon, souvent, on conserve tellement le mort que lorsque on l'expose dans le cercueil, parfois on ne le reconnaît pas. Tellement il a duré dans le casier. Je pense que ce sont des comportements à changer. Autre chose, il faut changer de mentalité. Changer de mentalité vis-à-vis des cérémonies funéraires et puis vis-à-vis des veuves. Une veuve, quoi qu'elle ne soit pas mariée légalement, a besoin d'assistance. Une veuve, même si elle n'est pas originaire d'un village, Akan a besoin d'assistance. Il faut prendre en charge ses enfants, il faut les accompagner. Parce qu'en ne faisant pas cela, on est en train de laisser partir les enfants. Et ce sont des frères, ce sont des personnes importantes que nous laissons partir. On ne sait pas ce que ces personnes deviendront plus tard. Donc, il faut assister cette veuve, il faut l'accompagner. Et si on voit qu'elle est indigente,
faut l'aider à pouvoir s'occuper de ses enfants. Voilà mon mot de fin pour l'émission que vous avez, enfin pour l'occasion que vous me donnez ce soir. Ok, merci docteur de nous avoir éclairé sur ce sujet. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère qu'on se reverra une autre fois pour un autre sujet, pourquoi pas. Ok, merci à vous, chers téléspectateurs de Blockhouse TV, de nous avoir suivis.